Vous écoutez Crime Story, l'affaire du Rainbow Warrior, 2 bombes, un mort et un mensonge d'État, 4e et dernier épisode. Le mercredi 10 juillet 1985, le navire de Greenpeace, le célèbre Rainbow Warrior, est amarré dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, quand 2 bombes placées sous sa coque explosent. L'enquête néo-zélandaise mène en quelques jours à l'arrestation d'un couple d'espions français, Alain Maffard et Dominique Prieur, les faux époux Thurange. En quelques semaines, un scénario se dessine. Ces espions français, aidés par 4 autres embarqués à bord d'un voilier, l'UVA, auraient permis l'attentat. Fin août, la France, par la voix du rapport Tricot commandé à un haut fonctionnaire, dément. Et elle a pour elle le fait que ni les faux époux Thurange, ni l'équipage du l'UVA n'ont pu matériellement aller poser les bombes eux-mêmes sous le Rainbow Warrior. Retour en arrière. 4 jours après l'attentat, le 14 juillet, jour de la fête nationale, le journaliste freelance Roger Faligot se demandait dans le journal du dimanche « Et si un service secret avait commis l'attentat contre Greenpeace ?» Dans son article, il évoquait des nageurs de combat et les agents du service Action. Ces hommes de l'ombre, qu'on ne verra jamais défiler sur les Champs-Élysées, écrit-il, Roger Faligot les connaît. Il vient en effet de publier un premier livre ultra documenté et sourcé des services secrets français, La Piscine, du surnom du siège de la DGSE. Il y parle de ces agents affectés à des missions de plongée sous-marine sous forte contrainte tactique ou offensive, incluant le combat. D'ailleurs, Alain Maffard est commandant au centre d'instruction des nageurs de combat de la base aéronavale d'Aspreto, près d'Ajaccio. Pourquoi donc un agent des renseignements de cette envergure aurait été envoyé en mission en Nouvelle-Zélande uniquement pour prendre quelques photos des membres de Greenpeace, alors que des dizaines d'autres agents, moins qualifiés, étaient capables de mener à bien cette simple mission? C'est une des inconnues de cette affaire qui, à la fin de l'été 1985, donne aux journalistes français l'impression qu'on ne leur a pas tout dit. Et en septembre 1985, au fur et à mesure que la date de l'attentat contre le Rainbow Warrior s'éloigne, les langues des anciens et proches de la DGSE se délient. Le mardi 17 septembre, le journal Le Monde est capable d'affirmer qu'il sait ce qui s'est réellement passé. Selon les journalistes qui tiennent leurs informations de militaires et de membres de cabinets ministériels, la mission contre le Rainbow Warrior aurait réuni non pas 2, mais 3 équipes. Damien Delseny, on connaît déjà l'équipe du voilier UVA et celle des faux époux Thurange. Alors, les premiers, l'équipage de l'UVA, était en principe chargé d'apporter le matériel explosif sur place, sur les côtes néo-zélandaises. Ensuite, le faux couple Thurange devait servir, lui, de leurre vis-à-vis des Néo-Zélandais et puis devait quand même aussi réunir le matériel à terre et donc pour le mettre à disposition, et c'est ce que révèle Le Monde, d'une 3e équipe, d'un 3e commando composé, lui, de 2 nageurs de combat de l'armée française qui étaient aussi présents sur zone. Ça explique donc maintenant pourquoi, effectivement, une 3e équipe a pu aller poser les charges sous la coque du Rainbow Warrior. Ça confirme aussi que c'est bien un ordre venu de la France. Oui, si on en doutait encore, puisque notamment Le Monde va expliquer que ces 8 officiers au total qui sont officiers et sous-officiers qui sont impliqués dans cette affaire, c'est pas des mercenaires, c'est des militaires disciplinés dont tous nos interlocuteurs, écrit le journal, à l'instar de M. Tricot lui-même dans son rapport, excluent une initiative intempestive, individuelle. Ils ne sauraient improviser une mission de cette envergure, notamment parce qu'elle est très coûteuse financièrement et au niveau de la logistique, elle est très éloignée géographiquement de la France, donc tout ça, c'est pas une vengeance personnelle ou un règlement de compte d'un groupuscule de militaires. En résumé, il est absolument impossible que ces 8 membres de l'armée française se soient mis d'accord entre eux, se soient organisés pour réaliser une mission clandestine de cette ampleur sans que quelqu'un, c'est-à-dire un supérieur hiérarchique, leur ait demandé de le faire. Et les journalistes poursuivent, ces agents ne peuvent qu'avoir obéi à leur chef hiérarchique, c'est-à-dire le responsable de la division Action de la DGSE. Alors lui-même, officier supérieur, discipliné, certainement pas du genre à agir de sa propre initiative. Et donc de fil en aiguille, les sources des journalistes du Monde, elles révèlent qu'en fait cet ordre, il vient d'encore plus haut.
il vient de au-delà des murs de la DGSE. Et donc si c'est au-delà des murs de la DGSE, c'est Charles Hernu, le ministre de la Défense, qui est le ministre de tutelle des services d'espionnage français, et puis pourquoi pas aussi du président de la République lui-même, François Mitterrand, ce qui fait basculer l'affaire dans un scandale politique, une sorte de Watergate français. Et là, on est au cœur possiblement d'un des plus gros scandales d'État de la Ve République, puisque, rappelons-le quand même, il ne s'agit pas juste d'un bateau qui a été saboté, il y a eu un mort, un civil qui n'avait rien fait. L'article du Monde fait l'effet attendu, et les lecteurs français ne ratent pas une miette de ce dénouement. Le lendemain de sa parution, le mercredi 18 septembre, le ministre de la Défense, Charles Hernu, dément. Aucun service, aucune organisation dépendant de mon ministère n'a reçu l'ordre de commettre un attentat contre le Rainbow Warrior. La DGSE n'avait pas alors en Nouvelle-Zélande, outre le commandant Maffar et le capitaine Prieur, d'autres agents que ceux qui composaient l'équipage de l'UVA. Mais 2 jours plus tard, le vendredi 20 septembre, le journal L'Express publie à son tour un article qui charge les services secrets français. Aux côtés des faux époux Thurange, écrit le journaliste, incarcéré depuis en Nouvelle-Zélande, et des 3 navigateurs du voilier UVA, se trouvait bien une 3e équipe de la DGSE, également constituée de 2 plongeurs militaires de la base secrète d'Aspreto en Corse. L'Express est en mesure de révéler qu'il s'agit d'un capitaine et d'un sergent-chef du centre d'instruction des nageurs de combat. Ils s'étaient longuement entraînés au minage sous-marin de jour et de nuit dans le golfe d'Ajaccio. C'est en réalité une 20aine d'agents qui ont participé à l'opération Satanique, le nom de code de cette mission. Dès la fin du mois d'avril, une lieutenante a infiltré l'équipe de Greenpeace à Auckland, se faisant passer pour une militante. Le matériel nécessaire à l'intervention a été acheté à Londres et Amsterdam, puis envoyé en pièces détachées en Nouvelle-Calédonie. Il a ensuite été acheminé sur le voilier UVA par une équipe de 3 sous-officiers marins et un médecin, officier de réserve. Arrivé dans le nord de la Nouvelle-Zélande, l'équipement a été réparti en 2 convois, dont l'un est assuré par les faux époux Thurange et l'autre par le commandant de l'opération. Après avoir reconstitué les bombes dans une chambre d'hôtel, 2 nageurs de combat ont embarqué avec un pilote sur un canot gonflable motorisé pour aller les disposer sur la coque du Rainbow Warrior. Les Thurange ont fait voiture balai après l'intervention, récupérant le pilote du Zodiac pour l'exfiltrer, ainsi que le matériel utilisé pour le détruire. Mais par la suite, rien ne s'est passé comme prévu. Le plan, ainsi reconstitué par les différents médias, ne laisse plus de place au doute. Le Rainbow Warrior est une affaire d'État, et elle vient d'éclater au grand jour. Le vendredi 20 septembre toujours, le ministre de la Défense Charles Hernu démissionne. 2 jours plus tard, le dimanche 22 septembre, le Premier ministre Laurent Fabius prend la parole devant les journalistes. Première conclusion de l'enquête menée sur l'affaire du Rainbow Warrior. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Cette vérité a été cachée au conseiller d'État Tricot. Damien, cette prise de parole provoque une onde de choc. Tout simplement parce que la France reconnaît pour la première fois sa culpabilité. Oui, elle est coupable et ça a forcément de très grosses conséquences. La première, c'est évidemment le limogeage du patron de la DGSE et puis évidemment l'onde de choc politique internationale, les services secrets français qui se ridiculisent. Laurent Fabius a aussi, dans son allocution, un mot pour les militaires français qui sont toujours emprisonnés en Nouvelle-Zélande. Laurent Fabius acte la responsabilité de la DGSE, mais il dédouane les simples exécutants. Oui, il dit qu'il serait inacceptable d'exposer des militaires qui n'ont fait qu'obéir aux ordres. Mais la question suivante, c'est de qui venaient ces ordres? Et c'est évidemment la nouvelle question et le nouveau chapitre qui s'ouvre dans l'affaire du Rainbow Warrior. À plus de 18 000 km de Paris, en Nouvelle-Zélande, les agents Dominique Prieur et Alain Maffar sont toujours emprisonnés. 4 mois après l'attentat, le lundi 4 novembre 1985, leur procès s'ouvre.
Pour couvrir l'événement, 147 journalistes sont présents sur place. À 10h26, les accusés sont introduits dans la salle d'audience. Dominique Prieur a les traits tirés, elle porte un tailleur pantalon marron et beige et de grosses lunettes teintées. Alain Maffar est vêtu de son habituelle veste de tweed gris et arbore un air détaché. On s'attend à un procès fleuve. L'affaire est réglée en une trentaine de minutes. Afin d'éviter une médiatisation encore plus importante, les faux époux Turange plaident coupables. Ils reconnaissent tout et n'auront à répondre à aucune question. Sans tenter de se défendre, ils sont inévitablement condamnés à 10 ans de prison. 8 mois plus tard, en juillet 1986, les deux agents sont transférés sur l'atoll de Hao, une île de la Polynésie française en plein milieu du Pacifique. C'est le résultat d'âpres négociations entre la France et la Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais, comme les partisans de Greenpeace, voient d'un mauvais œil cette décision, qui ressemble fortement à un assouplissement de leur peine. Et ils ne s'y trompent pas. Assignés à résidence sur cette île paradisiaque, à l'eau bleu turquoise et aux plages de sable fin, Dominique Prieur et Alain Maffar travaillent pour la base militaire française installée là-bas près de Mururoa. Le capitaine Joël Prieur, mari de Dominique Prieur, y est aussi muté pour rejoindre sa femme. 17 mois plus tard, le commandement de Hao alerte le ministère de la Défense français sur l'état de santé du commandant Maffar. Des médecins sont envoyés de métropole. Ils constatent qu'Alain Maffar souffre d'une occlusion intestinale et qu'il ne peut pas être soigné sur place. Après concertation avec la Nouvelle-Zélande, le gouvernement français décide de procéder à son rapatriement dans la nuit du dimanche 13 au 14 décembre 1987. Alain Maffar ne reviendra jamais sur l'atoll. 6 mois plus tard, dans la nuit du vendredi 6 mai 1988, un avion se pose à l'aéroport militaire de Villacoublay. Dominique Prieur et son mari en descendent, accueillis par le ministre de la Défense André Guiraud. Quelques journalistes sont présents. La veille, un porte-parole du Quai d'Orsay a déclaré qu'elle était enceinte et que son retour revêtait un caractère d'urgence pour des raisons familiales. 2 jours plus tard, François Mitterrand est réélu. Dominique Prieur ne reviendra, elle non plus, jamais sur l'atoll de Hao. Damien, comment est-ce que les services secrets français en sont arrivés à ce fiasco ? Alors, il y a forcément eu plusieurs erreurs. Alors, les opérations clandestines sont toujours des opérations à risque, évidemment. Mais là, il y a eu d'abord une erreur d'appréciation parce que personne n'a réellement pris en compte la culture locale néo-zélandaise, le théâtre où tout cela allait se passer. Ensuite, l'équipe de l'UVA, la première équipe de la DGSE, celle qui était en gros chargée de la logistique de l'opération, a opéré d'une façon assez contradictoire quand on est agent secret, c'est-à-dire qu'eux, ils ont passé leur temps à se faire remarquer. Ils ont fait la fête dans tous les ports où ils sont passés, où on a remarqué ces Français qui étaient assez fêtards. Il y en a un qui a multiplié les conquêtes féminines sur place, il est même sorti avec la femme d'un policier local. Donc ils n'ont rien fait dans la discrétion. D'ailleurs, ils s'en expliqueront en disant que justement, pour ne pas attirer l'attention sur eux comme étant des clandestins, ils avaient fait exprès d'en faire beaucoup, de faire beaucoup de bruit, de se faire remarquer. Bon, manifestement, c'était pas la bonne stratégie. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui a pris la décision de couler le navire de Greenpeace ? Alors, la décision ultime de couler le navire de Greenpeace, on ne le sait pas vraiment. Simplement, ce qu'on sait, c'est que Charles Hernu, le ministre de la Défense, il a donné le go à l'opération. Donc s'il donne le go à l'opération, il sait qu'il va y avoir un sabotage, un plasticage, l'utilisation d'explosifs. Ça, il ne peut absolument pas l'ignorer en tant que supérieur hiérarchique du patron de la DGSE. Alors, au-dessus de Charles Hernu, il y a 2 personnes. Il y a le Premier ministre Laurent Fabius et puis il y a surtout le président de la République François Mitterrand. On sait que les opérations sensibles qui sont menées par la DGSE, notamment ce qu'on appelle les opérations HOMO, qui sont des opérations qui autorisent en quelque sorte les services français à exécuter un ennemi sur le sol étranger. Ces opérations-là, elles obtiennent obligatoirement le feu vert du président de la République. Donc, le rôle de François Mitterrand, évidemment qu'il est questionné dans cette affaire. Et en 1997,
après la mort de François Mitterrand, le chef des services secrets limogé à l'époque, Pierre Lacoste, pointera lui définitivement la responsabilité de François Mitterrand en affirmant qu'il était évidemment au courant de l'opération. Derrière cette affirmation, il y a des documents, et ces documents, ils viennent d'être publiés par le journaliste Hervé Gattegno, qui vient de sortir un ouvrage sur cette affaire du Rainbow Warrior. Et lui, il dit, il n'y a pas de discussion sur l'implication de François Mitterrand dans le processus de décision, puisque des documents sont là pour en attester. Pour l'auteur de cet ouvrage, donc Hervé Gattegno, ce qui est clair dans cette affaire, c'est que ce sont des fusibles qui ont sauté avant le président de la République. Le premier, c'était l'amiral Lacoste, qui était le patron de la DGSE. Le second fusible, c'était son supérieur hiérarchique, Charles Hernu, ministre de la Défense. Une fois que Mitterrand a fait sauter ces deux fusibles, il s'est en quelque sorte protégé des autres conséquences de l'opération. Politiquement, ça a quand même eu des conséquences. Bon, en 86, la gauche a perdu les législatives et on est entré en période de cohabitation, mais François Mitterrand, en 1988, il a été réélu pour un deuxième septennat. Il est allé au bout de ce deuxième septennat, donc 14 ans de présidence de la République. Donc finalement, cette affaire qui aurait pu, peut-être dû lui coûter et son mandat et sa réélection, n'ont finalement pas eu de conséquences politiques directes pour lui. Quelle place a cette histoire aujourd'hui en France et en particulier dans l'histoire des services secrets français ? On en parle encore 40 ans après. C'est une histoire qui a évidemment fait une énorme tâche dans l'histoire des services spécialisés, des services secrets français. Alors, il faut savoir une chose, la DGSE, c'est un service par nature, par essence, qui est clandestin, puisque toutes les opérations menées par la DGSE sont menées en territoire étranger et de manière totalement illégale. Ça pose pas de problème tant qu'il n'y a pas de problème. Et l'affaire du Rainbow Warrior, c'est une affaire qui se passe mal, une affaire dans laquelle il y a un mort qui n'était absolument pas prévu. Et donc, en général, quand on parle de la DGSE, c'est qu'il y a eu un problème, c'est que quelque chose n'a pas fonctionné. Et cette affaire, évidemment, comme elle a eu un retentissement international, elle a jeté plus qu'une ombre sur les services secrets français. Ça a été longtemps et ça demeure toujours une affaire très sombre, évidemment très regrettable et qui a quand même eu énormément de conséquences, y compris d'ailleurs sur les relations entre la France et la Nouvelle-Zélande qui ont été longtemps très compliquées après cette histoire. Cette bavure de l'État français lui a coûté cher. Le vendredi 2 octobre 1987, la France est condamnée en Suisse, à Genève, par un tribunal d'arbitrage, à verser à l'ONG Greenpeace 8 159 000 $, ce qui ferait aujourd'hui environ 7 millions d'euros. Elle a également versé 7 millions de dollars à la Nouvelle-Zélande, à laquelle elle a dû faire des excuses officielles, et 2,3 millions de dollars à la famille du militant tué dans l'opération, Fernando Pereira. En mai 1991, Alain Maffar a été fait chevalier dans l'Ordre national du mérite et promu au grade supérieur de colonel en 1994. En 1989, Dominique Prieur a été promu au grade de commandant et en 2002, également à celui de colonel. Le dimanche 6 septembre 2015, 30 ans après l'attentat contre le Rainbow Warrior, le journal Mediapart publie pour la première fois un entretien avec l'un des deux hommes ayant posé les bombes. Jean-Luc Kister, ex-agent secret, sort de l'ombre. Avec les passions qui se sont apaisées, et aussi le recul que j'ai par rapport à ma vie professionnelle, dit-il, j'ai pensé que c'était une occasion pour moi d'exprimer à la fois mes profonds regrets et mes excuses. L'épave du Rainbow Warrior repose à 6 km des côtes, à Mataori Bay, au nord d'Auckland. Située entre 15 et 26 mètres de profondeur, l'épave est devenue un écosystème marin recouvert de coraux, un lieu de tranquillité pour de nombreuses espèces de poissons et un site de plongée parmi les plus réputés au monde. Vous venez d'écouter le dernier épisode consacré à l'affaire du Rainbow Warrior, 2 bombes, un mort et un mensonge d'État, et le dernier épisode de la saison 2 Crime Story avant les vacances d'été. Pour patienter jusqu'à la reprise, nous vous avons concocté une série que vous pourrez retrouver le 26 juillet et qui s'intitule Cécile Valin, les secrets d'une disparition. Comme d'habitude, je vous ai raconté cet épisode avec Damien Delseny, avec à la production Clara Garnier-Amouroux, Pénélope Gualquirotti et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiol et Théo Albaric et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner.